Pinjodio, c'est donc toi? Une affaire ne résumera jamais à elle seule une vie d'avocat. Ce serait d'ailleurs un peu ridicule. Mais ce serait tout aussi ridicule d'affirmer que toutes les affaires se valent. Nécessairement, certaines se détachent du lot. On a évoqué pour Éric Morin, Clearstream, Henriette Silladin, les dossiers d'attentats. Et il y en a au moins 2 autres qu'il était impensable de ne pas réexplorer avec lui, tant elles ont compté. Et voici la première. C'est l'affaire dite de l'école en bateau. Un certain Léonide Kamenev, qui se disait psychologue, qui était autant psychologue que je suis boulanger, crée dans la foulée de mai 68, au tout début des années 70, une école alternative. C'était un petit peu la mode. Il fallait jeter aux orties les institutions, qu'il appelle l'école en bateau. Le principe était simple. Il y avait un vieux gréement, un vieux voilier qui s'appelait le Karekven et qui invitait des enfants entre 8 et 14 ans à passer 1 année, 2 années, voire 3 années dans la mer des Caraïbes, à faire autre chose que des mathématiques ou de la grammaire et à apprendre la vie. Voilà. Ça séduisait des familles, ça avait pignon sur rue. Paladin et Karekven, nos 2 navires, sont en quelque sorte les 2 salles de classe de l'école en bateau. Une école où on commence par apprendre sur le tas et non dans les livres l'esprit de groupe, le sens de la collectivité. Ainsi, alors que par mauvais temps la mer fait sa propre lessive, il appartient à l'équipe de faire celle du bateau en arrivant au port. Du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant. Les héros s'arment de balais brosses et de serpillères avant d'affronter le Minotaure. J'ai reçu une gifle monumentale quand j'ai réalisé, quand je suis devenu l'avocat des victimes, que je regardais un reportage qui passait tous les mercredis après-midi avec la voix de Jacques Perrin, dans une émission qui s'appelait Les Visiteurs du mercredi ou dans même Récréa 2, et que je regardais. Moi j'avais 8 ans, 9 ans et je voyais ces gamins. Je me rendais absolument pas compte qu'ils étaient tout nus, parce qu'en plus ils étaient tout nus, et qui couraient après les coquillages et les poissons. Et moi j'avais mes verbes à décliner pour le lendemain ou une dictée à préparer. Donc c'était quelque chose qui avait beaucoup de succès public. Et puis les écoles alternatives ayant un petit peu duré, progressivement l'école en bateau au milieu des années 80, fin des années... ça a duré jusqu'au début des années 90 quand même, a eu moins de succès. Et puis il s'est avéré qu'en réalité, c'était le lieu d'assouvissement de pervers sexuels, et que un certain nombre d'enfants, pas tous, mais c'est le lot en général de ce genre d'affaires, ont été abusés sexuellement, soit ont subi des agressions sexuelles, soit ont subi des viols. Et moi, je deviens l'avocat de ces victimes, devenues adultes, voire même très adultes. On avait même une qui avait mon âge quand je deviens son avocat, alors que la procédure est complètement enlisée à Fort-de-France, au prétexte que le bateau était immatriculé aux Caraïbes. Et je rencontre des adultes très remontés contre la justice, très en colère, qui viennent me voir parce qu'on leur a dit, un confrère a dit, mais allez voir Morin. Le premier rendez-vous se passe pas obligatoirement bien parce qu'en plus, moi, je sais pas vendre la lune. Je connais l'état de ma justice, je sais ce qu'il est capable de, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et puis je le dis très clairement. Et puis je leur dis, voilà, si on travaille ensemble, moi je vais faire ça. Première marche, puis si ça marche, je ferai ça. Et puis si ça marche, je ferai ça. Et il y aura un procès à mettre, j'en sais rien. Pour l'instant, il est très loin. Et j'ai sauvé ce dossier, j'ai sorti du marigot martiniquais dans lequel il s'enlisait, je l'ai fait rapatrier par la Cour de cassation à Paris.
La juge d'instruction, à force de ténacité, a obtenu l'extradition de Leonid Kamenev, le capitaine du bateau qui était réfugié au Venezuela. Il a été mis en examen, placé en détention provisoire, libéré dans des conditions un petit peu rocambolesques. Puis finalement, il y a quand même eu un procès. Et elles ont été entendues. Il niait. Il avait toujours nié. Il avait toujours des explications pour chacun. Oui, mais ses parents divorçaient, alors c'est pour ça qu'il a raconté ça. Il a fait un transfert. Il se jouait de psychologie de bazar. Ce procès était présidé par Olivier Laurent, très 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 grand magistrat. Et pendant les 10 premiers jours du procès, chaque demi-journée, il y avait une victime qui venait témoigner. Et puis à chaque fin de témoignage, Leonid Kamenev était appelé à la barre, on dire: vous avez entendu ce qu'a dit Martin, Léo, Luc. Et à chaque fois, il donnait ses explications. Puis le dernier est venu à la barre, c'était le plus jeune, puisqu'on l'avait fait dans l'ordre chronologique. Et il avait 24 ans, 25 ans. Il avait 12 ans au moment des faits. Il raconte. Son témoignage était émouvant, pas plus émouvant que les précédents. Voilà, on savait juste que c'était le plus jeune et que c'était le dernier. Et quand le président de la cour d'assises appelle Leonid Kamenev à la barre, on dit: vous avez entendu, une sorte de routine, hein, voilà. Et là, Leonid Kamenev dit: tout ce qu'il a dit est vrai. On est vendredi après-midi, les médias sont pas là, il y a très peu de journalistes qui viennent souvent au début des procès, au moment des réquisitions et à la fin. Puis c'était juste avant le week-end, enfin voilà, c'était totalement inattendu. Et là, c'est un vertige. C'est un vertige parce que ensuite il a avoué, même s'il a avoué à minima pour essayer de diminuer sa peine. Mais voilà, tout d'un coup, j'ai vu dans les yeux de ces adultes, redevenir des enfants, avec des yeux d'enfant et avec vous savez, l'enfant qui regarde l'adulte en disant: mais je dis vraiment la vérité, je mens pas. Là, vous avez les larmes, vous avez tout ce qui... Enfin, voilà. Et puis j'ai ressenti une sorte de poids qui sortait de mon corps en disant: on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi. Voilà. Le procès, évidemment, s'est terminé sur ces aveux-là. Il n'était pas le seul poursuivi, il y avait d'autres, son second notamment. Mais en tout cas... ça y est, c'était acté, c'était avoué, et il a été condamné. Il a été condamné à quoi ? 12 ans de réclusion criminelle de mémoire. Il est sorti de détention compte tenu de son âge. Il avait déjà fait de la détention provisoire et il est sorti quelques années plus tard. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'ai adoré plaider pour eux, mais encore une fois, j'ai plaidé qu'une heure, hein, et pour 15 victimes. Mais oui, il y avait quelque chose de très très fort dans ce récit, et plus encore dans le récit, dans tout ce qu'ils ont dû conserver par la suite. J'ai raconté... dans ma plaidoirie, la scène que j'imaginais du retour de ces enfants. On est dans les années 70, on leur interdisait d'écrire à leurs parents, ou en tout cas s'ils écrivaient, on n'envoyait pas les lettres, ils recevaient pas. Le but c'était de les couper, en disant les parents c'est une chose, mais là vous vivez une autre aventure, etc. Bon, c'est des gosses de 10 ans coupés du monde et de leurs parents qui revenaient au bout d'1 an, 2 ans. J'imaginais au bout de l'escalator. Qu'est-ce que vous voulez qu'il raconte, le gosse, à ses parents qui l'attendent au bout de l'escalator? Il
Il raconte la plage, les coquillages, les copains. Il raconte pas qu'on lui a mis le sexe d'un adulte dans sa bouche. Il peut pas. Et à partir du moment où il ne peut pas à ce moment-là, il ne le pourra jamais. Les parents sont tombés des nues. Ça a été d'ailleurs un des moments forts du procès. Et c'est ce poids-là qui s'est enlevé au moment des aveux de Kamenev. Ça a été quelque chose de considérable pour eux. C'est la seule affaire où je peux dire sans aucune flagornerie ni fausse modestie dont je suis le plus fier. Parce que je suis persuadé, personne ne m'enlèvera cette idée, et c'est surtout mes clients aussi qui le sont, que si j'avais pas été là, il n'y aurait pas eu ce procès. Vous savez, on est saisi, on s'occupe toute la journée de dossiers, on est 60 000 avocats, il y a plein de dossiers que mes confrères pourraient faire aussi bien que moi, voire mieux que moi, ou la plus-value qu'on apporte parce qu'on s'appelle machin ou machine. Elle n'est pas obligatoirement flagrante, mais bon, il faut bien vivre, et puis c'est le tout venant. Et puis il y a des affaires, celle-ci en est une, où voilà, c'était moi avec eux avec moi. C'est le seul dossier avec le dossier de Michel Cardon dont on parlera sans doute après, mais que j'ai pas archivé, j'ai voulu le garder, je l'ai là, je l'emporte dans mon déménagement. On a fait une équipe, quelque chose à laquelle j'essaye d'être très attaché avec mes clients. C'est pas toujours le cas, parfois on n'a pas envie de soi-même, hein. Faut pas non plus se leurrer. Là, ça a été le cas. Et du début jusqu'à la fin, je les ai pas lâchés, ils m'ont pas lâché. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des très hauts, il y a eu des très bas. Et au final, il y a eu ce procès d'assises, cette condamnation, ce soulagement, cette fête incroyable qu'on a fait après. Ces clients, pour certains, devenus des amis, qui me donnent des nouvelles. Et ça a été un moment extrêmement fort, long, trop long, parce que la procédure a duré longtemps, mais quelle satisfaction professionnelle. Vous avez entendu mentionner le nom de Michel Cardon. L'affaire Cardon, c'est l'autre incontournable qu'il nous fallait évoquer, tant l'histoire est, du début à la fin, étonnante. Dans la nuit du 25 au 26 octobre 1977, Michel Cardon et un complice pénètrent dans un pavillon dans les faubourgs d'Amiens. Le cambriolage tourne mal, le locataire, un retraité, est tué. Aujourd'hui, le pavillon a disparu, mais Michel Cardon est toujours en prison, incarcéré depuis le 29 octobre 1977. Coupable de meurtre et de vol, un maigre butin, 200 francs et des babioles. Verdict, la perpétuité. C'est un article de La Voix du Nord que je vois sur mon fil Twitter que j'allume le matin. Je suis en vacances en Corse et je vois ce titre. Il reçoit sa première visite en prison en 38 ans ou 40 ans, en 38 ans. Un titre un peu putaclic, pardon l'expression. J'ouvre l'article, je vois qu'il est signé d'un journaliste de La Voix du Nord que je connais et qui est sérieux. Je lis l'article qui dit pas grand-chose, mais ça m'est resté comme le scotch du capitaine Haddock toute la journée. Et le soir, je décide de demander au directeur de la maison d'arrêt de Bapaume un permis de visite. Et quand je reviens à mon cabinet à la fin du mois d'août, j'ai ce permis de visite qui m'est accordé. Et dès le lendemain matin, je prends ma voiture et je vais à Bapaume pour y être à 8h30 du matin et pour aller rencontrer Michel Cardon, qui me connaît pas, que je connais pas. Je sais pas où je mets les pieds. Mais ça a été totalement irrésistible en fait. Voilà, ça arrive. Michel Cardon, c'est un homme qui a été interpellé à la suite du meurtre d'une vieille personne, d'un vieux monsieur, en 1977.
Michel Cardon, c'était un marginal sur sa profession, sur son procès verbal tapé à la machine en 1977. Il a écrit ramasseur de carton, qui vivait dans la banlieue d'Amiens et avec un de ses comparses qui décide d'aller cambrioler la maison d'un vieux monsieur, sauf que le monsieur était là et puis ça tourne mal et puis le monsieur il prend un coup de pierre sur la tête et il meurt. Ils sont très vite interpellés, c'est très vite instruit. J'avoue qu'avoir lu le dossier d'instruction de cette époque-là, ça donne des frissons dans le dos quand même. Vous pouvez pas dire que c'était une jolie justice. Et ils sont tous les deux devant la cour d'assises. L'avocat général requiert la peine de mort parce qu'à l'époque, vu qu'il y avait le risque de l'abolition, fallait montrer qu'elle était utile. Donc pour montrer qu'elle était utile, fallait la requérir. D'ailleurs, le bourreau officiel de la République se déplace à ce moment-là à Amiens parce que peine de mort requise. Et puis finalement, ils sont pas condamnés à la peine de mort. Et ils sont condamnés à perpétuité tous les deux. On est en 1979. Et de 1979 à cet article de La Voix du Nord de 2017, je crois, Michel Cardon passe sous les radars. Change de prison. C'est pas son choix. Hein. Du jour au lendemain, on vous dit tu vas de là à là, fait une sorte de tour de France des prisons. Son co-accusé, co-condamné meurt très vite, en 1984, et lui meurt pas. Et devient un fantôme. Et vieillit, a des problèmes de santé qui sont évidemment pas soignés, ou mal soignés en prison. Et un jour, un visiteur de prison d'une association va à Bapaume et demande à visiter ceux qui n'ont jamais de visite. Et c'est comme ça que... il découvre l'existence de Michel Cardon, en parle à quelqu'un, qui en parle à un journaliste, qui en fait un article, qui est lu par un avocat, et l'avocat c'est moi. Il a du mal à parler parce qu'il a les restes d'un AVC, il a du mal à respirer parce qu'il a des problèmes cardiaques, il est sourd d'une oreille. Et moi je rencontre une sorte de Robinson Crusoe quand il arrive au parloir, je sais pas comment il va m'accueillir, il sait même pas qui je suis. Il me fait un énorme sourire, un grand sourire, dont je n'oublierai jamais la sincérité. Et puis on parle, enfin je parle, parce qu'il a du mal à s'exprimer. J'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et puis à la fin, je suis obligé de lui poser la question, pourquoi je suis venu, quoi. Est-ce que vous voulez que je vous aide à sortir de là? Parce que moi, je sais pas quelle est la réponse. S'il me dit non, je reprends ma voiture, je rentre à Paris, et puis c'est tout. Et il me dit oui. Voilà. Le problème, c'est qu'il me dit oui. Et que je suis obligé, par la force des choses, de lui dire je vais vous aider. Je veux pas faire de bruit dans ce dossier-là. Parce que faire du bruit dans un dossier, c'est uniquement, pas pour avoir son nom dans les journaux, ça fait plaisir à ma maman, c'est si ça a un intérêt pour le client. Et là, j'avais le pressentiment que ça n'avait pas d'intérêt pour le client. Donc je dépose ma requête auprès du juge d'application des peines, du tribunal d'application des peines d'Arras. Et j'attends. Et j'attends. Et j'attends. Et j'attends. Je retourne voir Michel Cardon 2 ou 3 fois. Il se passe rien. J'harcèle le greffe. À un moment, j'apprends que il est extrait de Bapaume pour aller au centre d'orientation à Fresnes, qui est le passage obligé dans la procédure. Donc je me dis que la procédure avance, mais elle avance à un train de sénateur. Et au bout d'un an et demi, donc j'ai été patient, là j'en ai assez, et je me dis on va parler de cette affaire, et j'essaie de raconter l'histoire, je crois dans le journal du dimanche, à la faveur d'une demande de grâce que je fais au président Emmanuel Macron, et en médiatisant cette demande de grâce. D'abord, Emmanuel Macron ne me répondra jamais, ni lui ni ses services à la chancellerie, ce que je considère être une faute. Et là, tout d'un coup, le dossier se débloque. C'était peut-être sa réponse, mais bon, voilà, elle aurait pu être plus directe. Mais bon, l'intérêt est là, et j'ai une audience. Et on plaide.
et on plaide dans la prison de Bapaume. Il n'y a pas eu de traitement de faveur, il y a juste eu un moment où, pendant plusieurs heures, tout le monde avait pleinement conscience de vivre un moment important et de l'enjeu qu'il y avait. Et lorsqu'on est sorti de l'audience, la décision a été mise en délibéré à 1 mois. On a attendu le délibéré et puis il a été, sa libération conditionnelle a été accordée. Et je suis allé le chercher. Voilà. Je suis allé le chercher et ça a été un moment émotionnellement extrêmement fort. Voilà. Et en même temps, il est monté dans ma voiture. Il avait sa vie de 40 ans dans 2 cartons dans le coffre. On est sorti, on est passé le long de la prison. Il n'a pas eu un regard pour la prison. On s'est arrêté à une station-service qui était remplie d'enfants qui partaient en colonie de vacances. Lui était au milieu de cette vie, alors qu'il était quelques mois avant un mort-vivant. C'était assez irréel. Et il va bien. Et il a traversé le confinement, le Covid. Évidemment que, voilà, il a perdu en autonomie, mais il mourra libre. À suivre.